il y a un épisode très intéressant, donc 5 sœurs, les filles de Tselophrad, qui viennent et qui disent à Moshe, mais nous, on n'a pas de terre. C'est intéressant de voir qu'elles se sont posé la question, est-ce que cette chose-là, j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je demande parce que les autres ont ? Ou est-ce que c'est parce que, concrètement, j'en ai besoin ? Et ça, c'est à l'origine, justement, de tous les mouvements d'émancipation, comme le féminisme, les mouvements sociaux. Est-ce que le groupe demande parce que l'autre groupe a, ou parce qu'après une analyse ou une introspection, eh bien, ce groupe arrive à la conclusion que cet outil est important pour sa réalisation. « 3, 2, 1, 0 ». Eh bien, nous approchons de l'entrée de ce Shabbat Parashat Pinchas. Et lorsque l'on parle de Parashat Pinchas, on sait que cette paracha est très riche en événements. On va en aborder plusieurs avec vous, Joy Galam. Bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être venu avec nous ici dans notre studio pour nous livrer votre enseignement. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes avec votre mari, Ethan, responsable d'une communauté dans le nord de Tel Aviv. Elle s'appelle Clé. Clé. Ben oui, c'est facile. Le nom de la rue. Avec vous, on va ouvrir les portes de la compréhension de cette paracha, avec vos clés en tout cas. Et effectivement, cette paracha, elle est très riche en enseignements. Elle commence avec... on va dire la fin de l'histoire, on va dire de la débauche des enfants d'Israël tout de suite après ce qui s'est passé avec Bilham, et on voit l'action, on va dire de zélote de Pinchas, et c'est pour cela que cette paracha porte ce nom. Mais ensuite il y a énormément d'événements, et en particulier il y a cette passation de pouvoir auquel on assiste avec Moshe Rabbeinu, qui d'une certaine manière comprend un peu que il n'est plus tellement en phase avec l'ensemble du peuple. On l'a vu en particulier dans le domaine dans l'affaire de Pinchas. C'est Pinchas qui prend les rênes du pouvoir et du peuple, et qui prend cette initiative de transpercer les fauteurs, les fautifs dans cette affaire. Et Moshe Rabbeinu est plutôt passif. C'est la jeune génération qui monte sur le devant et qui fait comprendre peut-être à Moshe Rabbeinu que son heure est en train de passer, qu'il faut passer le relais à une génération de leaders plus jeunes. Alors tout à fait, en fait on est dans une période de transition, comme vous l'avez dit, puisqu'en fait historiquement on se trouve à la veille de l'entrée du peuple juif et de son établissement en terre d'Israël. Oui. On est à la fin des 40 ans d'impatience, oui. 40 ans de pérégrination, d'errance dans le désert, et donc effectivement il va y avoir une nouvelle génération, un nouveau pays, une nouvelle installation, et donc c'est les enjeux que la paracha nous décrit. Et donc un leadership qui devrait être adapté aux nouveaux enjeux du peuple d'Israël ? Alors voilà, déjà la première question qui se pose, c'est la question de la succession, effectivement, du leadership de Moshe. Moshe pense naturellement que ce sont ses enfants qui vont prendre la suite. Et donc, ces enfants, il faut rappeler, on les a pas beaucoup vus. Gershon et Eliezer, oui, sont très peu présents, effectivement. C'était même pas, si je ne m'abuse, ils n'étaient même pas au Matan Torah. Exactement, effectivement. Et donc, du coup, en fait, lorsque Moïse interroge Dieu sur qui sera son héritier spirituel, eh bien, il est très déçu d'entendre que ça ne sera pas ses enfants, mais ça sera donc son élève qui est donc Yehoshua. Et Moïse s'interroge. Il s'interroge puisqu'il dit « Mais mes enfants sont quand même des érudits, des Talmidei Chachamim. » Or, Dieu va répondre « Oui, mais Joshua, il fait quelque chose de très particulier. Il installe les bancs et il met les nappes. » Et alors là, on est très étonné par la réponse de Dieu, parce qu'on met en perspective une érudition avec quelque chose de... Voilà, on a l'air d'être très trivial. Et en vérité, c'est là toute la grandeur de Yoshua. C'est qu'en fait, il ne se contente pas que d'apprendre de Moïse, mais il veille à installer le lieu, le cadre. Exactement, pour faire en sorte que tout le monde vienne bénéficier de l'enseignement de Moshe. Ça veut dire qu'en fait, il se préoccupe vraiment du peuple, de chacun, de sa progression, de son enrichissement spirituel. Et donc, c'est pour ça qu'il veille à ce que cette Torah soit diffusée. Tandis que Gershon et Eliezer, qui sont les fils de Moshe, étaient certes de grands érudits, mais ils gardaient la Torah pour eux et ne se souciaient pas de la diffuser.
Donc, oui, c'est une grande frustration que Moshe Rabbeinu n'ait pas pu permettre à ses enfants de lui succéder. Oui, mais c'est un grand message. Parce qu'en fait, la sagesse, elle ne se transmet pas, la Torah, voilà, elle ne se transmet pas par filiation, mais elle se transmet par mérite. D'ailleurs, c'était un débat dans l'actualité de ces derniers jours, puisque le grand rabbin de Be'er-Sheva est décédé assez subitement. C'est le frère d'Aryeh Deri. Et lors de ses obsèques, eh bien, le grand rabbin d'Israël sortant, Rav Yitzhak Yosef, a proclamé que son fils était nommé grand rabbin de Be'er-Sheva. Oui, et ça a suscité beaucoup de polémiques, parce que justement, on dit que la Torah, c'est-à-dire même les plus pauvres peuvent avoir la possibilité de s'élever au niveau de Moshe Rabbeinu, au niveau des plus grands. Et tandis que la Keuna, par exemple, la prêtrise, elle se transmet par filiation. Tout à fait. On a déjà eu ce débat avec le Rav Shmuel Eliaou, le Rav Mordechai Eliaou. Alors, c'est toujours la même question. En fait, il faut comprendre que lorsque un fils prend la succession de son père, en termes de leadership spirituel, ce n'est pas parce qu'il est son fils, mais c'est parce qu'il est son élève. C'est qu'en fait, il a pris le legs spirituel et thoraïque de son père. Oui, et c'est ça, en fait, toute la grandeur. C'est la manière dont il s'est positionné. Mais ce n'est pas une condition. C'est-à-dire tout le monde peut atteindre, par sa sagesse, par son érudition, par sa volonté, sa détermination, les plus hauts sommets. Oui, et il n'y a même pas besoin de facultés intellectuelles ou oratoires, puisque ce n'était pas le cas de Yoshua. On sait qu'il n'avait pas des facultés particulières, mais il était ce qu'on appelle mouvak. Mouvak, ça vient du lachon avak, c'est-à-dire il s'attachait comme la poussière, elle s'accroche au pied, il s'accrochait comme ça à Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs assez intéressant dans la paracha, les critères on voit les détails que Moshe Rabbeinu pose comme critères pour le futur leadership, c'est-à-dire toutes sortes de conditions qui pourraient être remplies, on va dire, par l'ensemble d'un gouvernement, c'est-à-dire un ministère de l'intérieur, un ministère de l'extérieur, un ministère des affaires étrangères. Et c'est un peu tout ça ce que doit être le leader d'Israël. C'est très intéressant. D'ailleurs, remarquez, Asher Ruach Bo. Asher Ruach Elokim Bo. Voilà, exactement. L'esprit est à l'intérieur de lui. Ruach, c'est le vent. Il y a des gens, ils font comme ça, ils attendent de savoir c'est quoi l'opinion publique. Ah, bon, je vais aller dans cette direction. Voilà. Non, Ruach Bo. Il sait quelles sont les valeurs et en fait, il ne va pas selon les changements de valeurs et en fait, il reste fidèle à ses valeurs. C'est d'ailleurs le terme, il est utilisé, Eloé Aruchot, l'Echol Bassar, dans cette version, c'est un terme tout à fait particulier. Alors, tout à fait. Là, alors, on a Ruach et on a Ruchot, parce que Ruchot, ça veut dire justement le pluralisme. C'est-à-dire qu'en fait, il est en même temps à l'écoute de tout un chacun, mais ça reste lui donc qui va déterminer le projet du pays. Et donc finalement, Moshe doit céder aux exigences d'Akadosh Baruch Hu et malgré tout, finalement, Yoshua, c'est quand même son disciple et il ne peut pas être totalement déçu parce que c'est quand même, on peut dire, son fils spirituel. C'est vrai. D'ailleurs, vous verrez que juste après, Vaïdaber Hashem Elokel est mort, en fait, on passe à autre chose, comme si, il fallait le faire, il fallait le dire, et puis maintenant, en fait, Moshe, il continue, il passe et donc, Yoshua va devoir se préparer pendant cette année qui précède l'entrée des enfants d'Israël en Eretz Israël, il va devoir se préparer à une forme de leadership qu'il ne connaît pas en plus. C'est tout à fait impressionnant parce qu'on connaît le leadership de Moshe Rabbeinu, c'est un leadership, on va dire, de miracle, nissi comme ça. C'est-à-dire que depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ces derniers jours, eh bien, il est dans le miracle, Moshe Rabbeinu. Et c'est quand il voit que finalement le miracle ça commence à ne plus marcher qu'il comprend qu'il faut passer la main. Qu'on va être exactement dans le fait de travailler, dans le fait d'être dans le concret. Et on finit cette ère de bulle, j'ai envie de dire, où tout était facile et qui venait d'en haut, où en fait c'est l'homme qui va devoir s'élever vers un mouvement donc qui est ascendant. Alors, ça, c'est un sujet extrêmement important dans la paracha. Il y en a un autre que vous vouliez aborder ? Alors, oui, on peut parler donc, déjà tout simplement... Ah oui, on peut parler de la fin avec les notes Solophrate, par exemple. Alors oui, pour ça il faut comprendre. Pour ça il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est qu'en fait, en vue de l'établissement
du peuple juif en terre d'Israël, eh bien, on va distribuer les les parcelles de terre. On n'a pas envie que ce soit l'anarchie quand ils arrivent et qu'il y ait, voilà... on peut imaginer. Voilà, qu'il y ait une guerre civile. Et donc, du coup, il va y avoir ce qu'on appelle le goral. C'est un tirage au sort avec des modalités un peu particulières pour connaître quelle est la volonté, en fait, de Dieu. Et chaque tribu va recevoir une parcelle de terre qui correspond, en fait, si vous voulez, on va dire, à son corps de métier. Qui correspond à sa faculté. Par exemple, Zevouloun. Zevouloun, c'est une tribu qui est connue pour être forte dans l'import-export, le commerce, etc. Donc, on va lui donner quoi? Le littoral. La tribu la tribu de Yehuda, qui va établir donc les leaders politiques. On va lui donner là où il y aura donc Hebron et Yerushalayim, les endroits où les rois vont s'établir. Exactement. La tribu de Lévi. Eux, ce sont les enseignants, donc ils ne peuvent pas être confinés à une zone. Donc eux, ils vont avoir des villes disséminées dans tout le pays de manière à diffuser donc les enseignements dans tout le pays. Donc en fait, il y a cet établissement qui va se faire. Et puis en fait, là, il y a un épisode très intéressant donc 5 sœurs, les filles de Tsélophrad, qui viennent et qui disent à Moshe, mais nous, on n'a pas de terre. Pourquoi? On est que des filles. Alors, c'est pas qu'on est que des filles, c'est qu'en fait, la transmission, pour le coup, la succession, là, se fait par filiation. Elle se fait, en fait, de père en fils. Alors, c'est pas parce que le judaïsme est patriarcal, mais c'est parce que c'est beaucoup plus pratique. Imaginez un couple qui se marie, lui, il a un morceau de terre là, elle a un morceau de terre à Beersheba, comment ils vont faire? Donc, si vous voulez, en fait, le couple, l'entité, reçoit via le mari. Sauf qu'elles sont à un âge avancé, elles ne sont pas mariées, et elles n'ont pas de frères. Et leur père est mort dans le désert. Et donc, du coup, elles se retrouvent sans terre. Et donc, elles vont demander à Moïse une nachala, une terre. Alors, on a l'impression d'avoir un sujet un peu trivial, avec le fait qu'elles évoquent, on a l'impression, un peu un vide juridique. Et en fait, Moïse va déjà dévoiler la réponse d'Hachem, et c'est en fait dévoiler une nouvelle sagesse de Torah qu'on ne connaissait pas, un nouvel enseignement grâce à elle. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans un cas comme ça, eh bien, la fille hérite du père. D'abord, il va demander à Moshe Rabbeinu. Il n'est pas sûr de la réponse. Tout à fait. C'est grâce à elle, en fait, qu'il va dévoiler... C'est un enseignement important, parce que ça veut dire que quand on n'est pas sûr de ce qui doit se passer, poser la question à quelqu'un qui peut savoir, et dans le cas précis, c'est tout à fait. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu Pessar Chéni. Oui, c'est vrai. Il y a un parallèle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très intéressant. C'est qu'il faut comprendre que ces filles, elles ne sont pas du tout dans j'ai envie de dire, dans un vent protestataire ou revendicationniste. C'est pas des féministes. En tout cas, on va pas parler forcément de ce terme-là, mais c'est intéressant de voir qu'elles se sont posé la question, est-ce que cette chose-là, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je demande parce que les autres ont, ou est-ce que c'est parce que concrètement j'en ai besoin? Et ça, c'est à l'origine justement de tous les mouvements d'émancipation, comme le féminisme, les mouvements sociaux. Est-ce que le groupe demande parce que l'autre groupe a, ou parce qu'après une analyse ou une introspection, eh bien, ce groupe arrive à la conclusion que cet outil est important pour sa réalisation. Et la parcelle de terre, elle est essentielle pour se réaliser. Ça veut dire, en fait, vous avez la nécessité de la nachala, donc c'est le parcelle de terre pour la tribu, pour pouvoir se réaliser, ce qu'on a expliqué. Vous avez au niveau plus réduit la baït, pour la maison, pour pouvoir se réaliser. Et puis, en fait, quand vous réfléchissez, vous avez la terre d'Israël, qui est le lieu de prédilection pour que le peuple juif se réalise. C'est quoi se réaliser? C'est appliquer la parole divine et cultiver la sagesse divine. D'accord? Et donc, si vous voulez, à ces 3 niveaux-là, on insiste beaucoup sur l'importance du lieu pour se réaliser. D'ailleurs, vous verrez que makom, en hébreu qui veut dire lieu, c'est les mêmes lettres que mitkayem, se réaliser. D'accord? Et donc, c'est un besoin vital, on va dire. Exactement. Et donc, en fait, vous voyez que... je vous donne une petite boutade. On dit que dans les années 50, les féministes avaient fait toute une campagne pour dire « Nous aussi, on a le droit de fumer comme les hommes. » Donc, mais pourquoi pas? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question d'abord si c'est bénéfique ou pas avant de réclamer ce droit-là? C'est la même idée. Est-ce que tout le monde le veut aussi? Voilà, c'est la même idée. Alors, et donc finalement, quelle est la réponse de Moshe? Donc Moshe va alors accorder effectivement ce droit, et donc on va dire que dans un cas comme ça, évidemment, la filiation, elle se fait, donc féminin, masculin, là, ça passe directement. Et le message, quel est le message finalement au-delà de cette anecdote qui termine la paracha? Quel est le message que veut faire passer d'une certaine manière et Moshe Rabbeinu, la paracha, la Torah?
par rapport aux femmes? Alors, par rapport aux femmes, la femme, elle est Nekeva. Et Nekeva, c'est les mêmes lettres, encore une fois, que Negba. Negba, c'est un lieu. Et la femme, elle a cette force, justement, de transformer le lieu, comme une maison, par exemple, en un endroit de réalisation. C'est la force de la femme, en fait. Et vous savez, dans le judaïsme, on n'est pas dans une guerre des sexes ou dans le fait de vouloir absolument gommer les différences, mais au contraire, on est dans le fait de cultiver les différences et sublimer, en fait, la force du masculin comme la force du féminin. Et la force du féminin, Nekeva, c'est justement d'avoir un endroit fixe et en fait de pouvoir en faire cette chose-là un endroit pour se réaliser. Et même, pas qu'au niveau géographique, mais même dans le temps, on dit que le Shabbat est féminin. C'est-à-dire que c'est comme un lieu dans la course effrénée de la semaine où hop, on s'arrête. Et là, en fait, on arrête notre course effrénée et on peut se recentrer sur nous-mêmes, on peut profiter avec les membres de notre famille. Et c'est la force, en fait, du Shabbat qui est de l'ordre du féminin. Et donc, c'est aussi un élément supplémentaire qui nous prépare, d'une certaine manière, à l'entrée vers la terre d'Israël, à la place des femmes dans cet espace de la terre d'Israël. Mais oui, parce que comme il dit Rashi, Nashim mechavevot et Eretz Israël. Voilà. Les femmes, elles aiment Eretz Israël. D'ailleurs, pour ça qu'elles n'ont pas fauté dans la faute des explorateurs. Ben oui. Et oui. que, voilà, elles rendent certains disent qu'effectivement, s'il y avait des femmes à la place des hommes explorateurs, ça ne se saurait pas. Exactement. En tout cas, on a bien compris le message, c'est important de le souligner. Les femmes ont leur place et ce sont elles qui donnent à la place d'Israël toute son importance. Merci beaucoup, Joy Galam, de nous avoir livré cet enseignement à l'entrée de ce Shabbat de Parashat Pinchas, une paracha longue, très longue, hein, c'est probablement l'une des plus longues de l'année, mais c'est une paracha extrêmement riche en enseignements. Merci de nous en avoir fourni quelques-uns ce vendredi. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci.